Passons maintenant au deuxième segment, car j'aimerais également connaître vos pensées sur la Moldavie. Je parle toujours avec David Nowak, notre expert allemand sur l'Asie centrale, l'Europe de l'Est, le Caucase, la Moldavie et l'Ukraine. Vous avez beaucoup écrit et recherché sur ces régions. Nous avons parlé de la Moldavie plusieurs fois, car elle aurait pu être un point de tension pour la guerre par procuration entre la Russie et l'OTAN. Mais cela ne s'est pas produit. Nous avons toujours la Transnistrie, qui est de facto séparée du reste de la Moldavie. Je sais que vous y êtes allé car il y a une vidéo de vous montrant comment cette région fonctionne. La dernière fois que nous avons parlé, la Moldavie était toujours de facto et de jure neutre et réussissait à rester en dehors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle continue d'avoir des échanges commerciaux avec les deux pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Russia-Ukraine war. It still has trade going on with both of them. Where are we today? Yeah, the interesting part is that in Moldova. La partie intéressante est qu'en Moldavie, la neutralité était initialement une voie pour réduire l'influence post-soviétique ou russe, similaire à l'Ukraine et à la Biélorussie. Dans les années 90, la Moldavie voulait se débarrasser des troupes russes et a déclaré la neutralité, se positionnant entre les blocs. Cependant, cela a changé au tournant du millénaire lorsque l'OTAN s'est élargie pour inclure la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, puis la Roumanie au début des années 2000. Du point de vue russe, la neutralité est alors devenue favorable, car cela signifiait que la Moldavie ne rejoindrait pas l'OTAN, similaire à l'Ukraine. En conséquence, les soi-disant partis pro-russes en Moldavie sont souvent les plus neutralistes, tandis que les partis pro-occidentaux discutent de l'abandon de la neutralité pour rejoindre l'UML ou même l'OTAN. Et puis la guerre a commencé, menant à un nouveau consensus politique. La Moldavie a décidé de rester neutre pour éviter de s'impliquer dans le conflit. Sur le plan politique et symbolique, le gouvernement pro-occidental, en particulier la présidente pro-occidentale, Maia Sandu, une ancienne cadre de la Banque mondiale, soutient toujours symboliquement l'Ukraine. Cependant, il n'y a pas de relations militaires ni d'implication indirecte. Même les envois d'armes des pays de l'OTAN vers l'Ukraine ne traversent jamais la Moldavie car elle est neutre. Un aspect intéressant de la Moldavie est l'État sécessionniste de la Transnistrie. Il y a eu des discussions sur la réintégration de cet État sécessionniste à la Moldavie, surtout au début des années 2000. Le mémorandum cosaque en 2003 semblait proche d'un règlement, mais il n'a finalement pas abouti. Et cet État sécessionniste a toujours soutenu la position russe, selon laquelle s'il rejoignait, l'État unifié serait neutre. Puis la guerre a commencé en février 2022. Le président de la Transnistrie a soudainement déclaré son état de facto neutre également. Il y a des troupes russes en Transnistrie, mais ce sont principalement des officiers russes et des soldats transnistriens avec des passeports russes portant des uniformes russes. Cependant, il n'y a pas de ligne d'approvisionnement car, en 2015, l'Ukraine a coupé l'approvisionnement par Odessa pour ce contingent de troupes russes. Ils ne sont pas impliqués dans la guerre. Donc la Transnistrie est neutre et la Moldavie est neutre. Je pense qu'il est important de souligner que les troupes russes en Transnistrie ont en fait un mandat de l'ONU, n'est-ce pas? Ce sont des casques bleus officiels, sous mandat de l'ONU, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un mandat de l'ONU. Il y a eu une guerre civile au début des années 1990. Dans le cadre du règlement de la guerre, une force de maintien de la paix tripartite a été établie. Les trois parties impliquées sont les troupes moldaves, les troupes transnistriennes et les troupes russes. De plus, il y a plus de troupes russes parce qu'il y a un dépôt de munitions dans la partie nord de la Transnistrie. Ce dépôt contient la plupart des armes que les troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est, de Hongrie et de Tchécoslovaquie ont laissées derrière elles.
Elles ont déversé leurs munitions en Transnistrie. dumped their ammunition in Transnistria, and then the troops got dissolved, but Et puis les troupes ont été dissoutes. Mais il y a un énorme dépôt de munitions et nous ne savons pas à quel point il est sécurisé. Il y a quelques années au Kazakhstan, un dépôt similaire a explosé parce que les armes s'étaient détériorées. Cela a causé une petite catastrophe. Si quelque chose de similaire se produisait en Transnistrie, cela affecterait d'abord la Transnistrie, puis le cœur de la Moldavie ou la République de Moldavie et l'Ukraine. So cela est une catastrophe internationale. an international, or that could be an international disaster. And the Russian troops that guard this depot, they're not part. Les troupes russes qui gardent ce dépôt ne font pas partie de la force de maintien de la paix tripartite. Il n'y a pas de mandat de l'ONU. S'ils devaient se retirer, il faudrait un règlement de paix final. Jusqu'à présent, il n'y a pas de règlement de paix. Le mémorandum cosaque d'il y a 20 ans n'a pas réussi. Actuellement, il y a des négociations entre les parties en conflit, mais elles ne sont pas proches d'un règlement de paix. C'est pourquoi les troupes russes restent là. Fait intéressant, la Transnistrie a rejoint l'accord d'association de l'UEM et de la Moldavie. La plupart de leurs exportations, même avant la guerre, allaient vers l'Union européenne. Ils exportent des machines, des textiles, des boissons et certains produits agricoles. Also some beverages and also some agricultural products, and their only port to the east. Leur seul port à l'est a toujours été Odessa. Puis la guerre a commencé. Les Ukrainiens ont fermé la frontière et ont même fait sauter certains ponts. Il n'y a donc plus de trafic direct entre la Transnistrie et l'Ukraine. Les Transnistriens ne peuvent plus exporter vers la Russie, car ils ne peuvent pas se rendre à Odessa et ensuite prendre un navire pour la Russie. C'est pourquoi plus de 90% des exportations transnistriennes vont maintenant vers l'UWEB. Comme je l'ai analysé dans un article pour la conférence d'Europe de l'Est à Tartu l'année dernière, les représentants du gouvernement transnistrien rencontrent souvent les ambassadeurs américains, britanniques et allemands en Moldavie. Donc, je pense qu'ils vont négocier une sorte de règlement. Les Russes sont toujours impliqués en raison de l'accord de paix russe ou du contingent de troupes présents sur place. Cependant, économiquement, la Transnistrie se tourne de plus en plus vers l'ouest. La Moldavie est neutre, mais a un gouvernement pro-occidental, pro-UWER, qui essaye maintenant de quitter la communauté des États indépendants. La Moldavie est de droit théorique est at Seoul, mais mythe of Gabroth et ne pas barré pays de la CEI que l'Ukraine l'a déjà quitté. Because Ukraine already left it, and Moldova only borders Ukraine on the one side. La Moldavie borde l'Ukraine d'un côté et la Roumanie de l'autre. Ils quittent la CEI et sont absolument pour l'intégration à l'UEM, pas à l'OTAN, car ils maintiennent leur neutralité, même pendant la guerre. La partie intéressante sera de savoir s'il existe un moyen de résoudre le conflit. Par exemple, les oligarques transnistriens pourraient-ils se voir offrir une perspective dans une Moldavie réunifiée et neutre? Une Moldavie unifiée pourrait alors rejoindre l'UE, peut-être pas en tant que membre à part entière, sera plus de l'UEM. Get even closer to EU or not. Thank you very much for that clarification. Merci beaucoup pour cette clarification. L'autre point important est que la différence entre la Transnistrie et la Moldavie proprement dite n'est pas une question d'ethnicité ou de langue. C'est une question d'alignement politique. Les Transnistriens, si je me souviens bien de notre dernière conversation, sont des personnes de l'ancienne Union soviétique qui voulaient rester étroitement associées à celle-ci. Ils voulaient rester partie de l'Union qui resterait après que d'autres l'aient quittée. Cette question politique est la raison pour laquelle ils ont effectivement séparé la Transnistrie du reste de la Moldavie. And separated Transnistria de facto from the rest of Moldova. En Moldavie, l'industrialisation et l'urbanisation ont commencé dans les années 1950 et 1960, lorsqu'elle faisait partie de l'Union soviétique. Cela a continué dans les années 1970 et 1980. Il y avait une sorte de plafond de verre pour les Moldaves,
car avant les années 1950, ils vivaient principalement à la campagne. Ils ont déménagé dans les villes et étudié, mais ils ne pouvaient pas accéder aux rangs supérieurs de l'élite politique, de l'élite militaire ou du KGB en Union soviétique. Ensuite, il y a eu un mouvement pour une distinction claire, se séparer de l'Union soviétique et faire de la Moldavie un État pour les Moldaves. L'élite politique restante, qui faisait partie de l'Union soviétique, a alors déménagé ou s'est fortement concentrée en Transnistrie. Certains ont même déménagé de la capitale moldave vers la Transnistrie. From the Moldovan capital there, and they said, well, we want to be part of the new. Ils ont dit qu'ils voulaient faire partie de la nouvelle union que Gorbatchev proposait, une sorte de nouvel arrangement. Ensuite, ils ont déménagé là-bas. Il y a eu une courte guerre civile que la Transnistrie a plus ou moins gagnée. Ils ont eu une indépendance de facto depuis lors. Le conflit s'est terminé parce que Alexandre Lebed, considéré comme le Napoléon russe, a ordonné à ses troupes de se placer entre les lignes de front et d'arrêter les combats. En Transnistrie, ils se considèrent comme moldaves. L'État officiel est la République moldave pridnestrovienne. Un tiers de la population en Transnistrie est ukrainienne, un tiers est russe et un tiers est moldave. Cependant, leur lingua franca est le russe. One third is Moldovan, but their lingua franca is always Russian. So they speak Russian and they're. Donc ils parlent russe et sont également plus proches culturellement parce que l'Église orthodoxe russe y a une forte présence. Cependant, c'était un conflit politique. À partir des années 2000, avec les privatisations, de nouveaux oligarques ont émergé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Transnistrie, en raison de son statut spécial, ils ne sont pas membres du FMI ou de la Banque mondiale, et aucun accord de libre-échange n'y a été appliqué. Ils ont encore leur base industrielle, et ces oligarques sont devenus plus forts que les oligarques moldaves. Tout au long des années 2000 et 2010, il y avait toujours une rumeur selon laquelle, si la Transnistrie rejoignait la Moldavie, les oligarques transnistriens pourraient surpasser les oligarques moldaves. C'est pourquoi les oligarques moldaves n'ont aucun intérêt dans une telle union. C'est pourquoi il y a plusieurs partis en Moldavie et en Transnistrie qui ne veulent pas résoudre le conflit. Cependant, il doit être résolu car il y a un dépôt de munitions dans le nord de la Transnistrie. Il doit y avoir une sorte de règlement concernant les troupes russes. Il doit être convenu par toutes les parties du conflit, peut-être même l'Ukraine si les troupes russes doivent se retirer ou non. Le mémorandum cosaque a convenu que les troupes russes resteraient pendant 20 ans, puis partiraient après cela. Ce mémorandum a été signé en 2003. S'il avait réussi, les troupes russes seraient déjà parties. Cependant, il a été empêché ou n'a pas réussi à l'époque. Il doit y avoir une sorte de règlement, car la Transnistrie fait maintenant partie de l'accord d'association avec l'UE-Member. Cependant, de nombreuses entreprises technologiques et entreprises occidentales n'y opèrent pas. Cela crée un problème, surtout pour les jeunes, car il y a très peu d'opportunités. Beaucoup de jeunes veulent étudier. Il y a une université à Tiraspol, mais beaucoup préfèrent aller en Russie, en Ukraine ou dans des pays occidentaux pour leur éducation. En conséquence, ils quittent le pays. La Transnistrie est devenue une société composée principalement de retraités ou de personnes d'un âge médian très élevé. Beaucoup de jeunes ne voient pas d'avenir là-bas. Oui, donc en un sens, il y a un accord qui maintient la paix, mais il empêche également le développement économique de se dérouler correctement, n'est-ce pas? Et le point que vous avez soulevé concernant la déclaration de neutralité de la Transnistrie dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine est important. D'une part, ce n'est pas complètement conforme au droit international, parce que vous ne pouvez pas avoir de troupes là-bas. Mais d'autre part, ce dépôt de munitions doit être quelque chose que l'Ukraine voudrait vraiment obtenir, n'est-ce pas? Ou pas du tout?
Eh bien, ce sont principalement de vieilles armes soviétiques. Les deux camps dans la guerre utilisent parfois des armes très anciennes. Donc ils pourraient avoir un intérêt là-bas, mais je pense qu'ils ne risqueraient pas d'attaquer sans le consentement du gouvernement moldave. Il y a eu des incidents étranges, comme des attentats à la bombe en Transnistrie, principalement pendant les vacances, et personne n'a été blessé. Certaines tours de radio et même le siège du KGB ont été bombardés. Ensuite, il y a eu de la propagande russe, affirmant que c'était des actes de fascistes. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé là-bas. Cela ressemblait en quelque sorte à un coup monté. Donc peut-être que le KGB en Transnistrie est toujours actif. Et je pense que c'est considéré comme un bastion pro-russe. Donc peut-être que les services secrets ont essayé d'attirer la Transnistrie dans la guerre. Mais jusqu'à présent, le gouvernement transnistrien reste neutre. Oui, mais nous n'avons aucun contrôle là-bas. Il y a même eu un tournant autoritaire en Transnistrie, car lors des dernières élections, seul le parti au pouvoir, qui est proche des oligarques locaux, a gagné. Ce parti, le Parti du Renouveau, est proche du groupe Sheriff, une grande faction oligarchique en Transnistrie. Ils ont obtenu tous les sièges. Il y a quelques indépendants, mais le reste d'entre eux. C'est donc un État à parti unique maintenant. Il faut une sorte de solution politique ou militaire. La neutralité pourrait aider à résoudre le conflit et peut-être même le désarmement. Les troupes russes devraient alors partir. De plus, il devrait y avoir des considérations culturelles pour la minorité transnistrienne. C'est une petite partie du pays, située dans une vallée loin à l'est de la Moldavie, de l'autre côté du fleuve Dniestre. Une solution est nécessaire pour apporter un développement économique à l'ensemble de la Moldavie, y compris la Transnistrie. Quand auront lieu les prochaines élections en Moldavie? Attendons-nous à ce que la configuration politique actuelle reste en place? Ou pouvons-nous nous attendre à des changements significatifs? Non, c'est la partie intéressante. En Moldavie, le parti actuellement au pouvoir est le PAS, le Parti Action et Solidarité. C'est un parti libéral pro-UMRE. Certains le qualifient même de pro-OTAN, pro-occidental. Ils sont arrivés au pouvoir lors des récentes élections parce que le précédent gouvernement socialiste a mal géré la pandémie de Covid-19 et était également quelque peu corrompu. En conséquence, ils ont été évincés. Ils sont toujours au Parlement, mais les forces libérales pro-occidentales ont prévalu. Cependant, depuis que le PAS a pris le pouvoir, la plupart des sondages indiquent qu'il n'obtiendrait pas la majorité lors d'une nouvelle élection. Il y a aussi la question du parti Shor. Shor est une sorte d'oligarque douteux d'Orhei, une petite ville de Moldavie. On dit qu'il a été impliqué dans le vol du siècle, où une grande somme a disparu du budget de l'État. On dit que c'était cet Ilan Shor, et il vit en Israël parce qu'il est recherché par les autorités moldaves. Depuis Israël, il voyage souvent en Russie. Son parti a été interdit il y a 1 an, puis d'autres partis ont fusionné ensemble. Maintenant, il forme un nouveau front unifié, appelé l'Alliance Shor. C'est une abréviation, mais c'est essentiellement la même chose qu'il y a 1 an. Et ensemble, l'Alliance Shor, les communistes et les socialistes auraient une majorité. Ainsi, une majorité pro-russe émergerait après les prochaines élections parlementaires. Cependant, lorsque les socialistes ont gouverné la dernière fois, ils ont gagné sur un programme pro-russe. Mais une fois au pouvoir, ils n'étaient pas si proches de la Russie, parce que la plupart de leur commerce extérieur se fait avec l'Upalin. Ils ont essayé de conclure de grands accords commerciaux avec la Russie, mais ceux-ci n'ont pas bien fonctionné. De plus, tout le commerce devait passer par l'Ukraine et la mer Noire, ce qui n'était pas très rentable pour les Moldaves, ni même pour les Russes.
profitable for Moldovans or even for the Russians. And the socialists in power were Les socialistes au pouvoir étaient bien plus neutres et pragmatiques qu'ils ne le paraissaient pendant la campagne électorale. Maintenant, si les partis pro-russes gagnent à nouveau, la question se pose. Avec plus de 67% du commerce extérieur avec l'Upelling, peuvent-ils être purement pro-Russie ou abandonner l'intégration euro-atlantique? Ils abandonneraient toute connexion avec l'OTAN. Ils sont stricts à ce sujet. Pour les socialistes et les communistes, la neutralité signifie ne participer à aucun exercice militaire avec les pays de l'OTAN. C'est une version très stricte de la neutralité. Cependant, en ce qui concerne les relations politiques et économiques, ils devront toujours s'engager avec l'Union européenne. L'année prochaine, il y aura des élections présidentielles. Maia Sandu, la présidente pro-occidentale et pro-URMR, aura une majorité mince ou serrée, mais ce sera serré. Dans la plupart des sondages, elle est en tête. Cependant, lors des élections parlementaires, les forces pro-occidentales ne semblent pas avoir de majorité. Nous devrons voir quel type de président nous aurons, quel type de majorité au Parlement, et à quel point les deux côtés seront pragmatiques. Je ne sais pas s'il y aura une percée avec la Transnistrie, ce qui pourrait également changer les majorités parlementaires. Nous ne savons pas encore, donc nous devons attendre et voir. But yeah, we don't know yet, so we have to see. Yeah, of course, that's all just. Oui, bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Mais nous approchons de la fin de notre temps pour cette discussion. Merci beaucoup, David Noack, pour votre mise à jour. Où les gens peuvent-ils vous trouver s'ils veulent suivre votre travail? Vous êtes très actif sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. You're very active on X, Twitter. Yeah, mostly on X. Oui, principalement sur X. Il suffit de chercher David Noack sur X et vous trouverez des mises à jour sur la Moldavie, le Caucase, l'Asie centrale, ainsi que sur des sujets historiques. Yeah, and David posts. Oui, et David publie beaucoup de très bonnes données, presque quotidiennement, sur des questions politiques. Je le suis de très près. Je mettrai le lien dans la description. David, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci de m'avoir invité. Me.